Eh ben, merci à toi, merci à tout le monde pour cette invitation. Donc, je me présente rapidement, je suis Charlie Brombert. Je suis responsable des activités de sécurité offensive dans la région Méditerranée pour le compte de Capgemini Sogeti. Et donc, ça couvre un ensemble d'activités. Ça fait des activités d'ordre managérial, mais des activités techniques également. Je participe essentiellement à des missions de tests d'intrusion interne, ce qui est un peu ma spécialité en ce moment. Je vais vous présenter deux choses, appelées Exegol et The Hacker Recipes, qui sont en fait un duo d'outils que j'utilise tous les jours, que j'ai commencé il y a un petit moment maintenant, et que je vais vous présenter pour peut-être, pour les pentesters parmi nous, améliorer un peu nos process, ou en tout cas vous donner quelques alternatives ou des backups. Ça va dépendre de vos usages. Alors, je vais commencer par vous parler de The Hacker Recipes. The Hacker Recipes est un projet que j'ai démarré en 2018. C'est un projet qui, en fait, est un ensemble de méthodologies théoriques et pratiques pour la réalisation d'attaques et la compréhension de certaines d'entre elles. Donc, par exemple, dernièrement, on a un bon exemple avec une vulnérabilité et deux vulnérabilités qui sont sorties début novembre, qui ont été déclarées chez Microsoft et qui ont été actionnées il y a pas très longtemps, ça s'est fait la semaine dernière, dans une attaque qui s'appelle Some Account Name Spoofing, qui exploite des vulnérabilités dans la façon dont Kerberos est implémenté. Et ben donc par exemple, ici, j'ai documenté cette attaque-là, et on va retrouver quelques explications théoriques, dans un premier volet théorie, et un deuxième volet practice qui permet de bien comprendre comment exploiter cette vulnérabilité-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment la réaliser. Et on trouvera sur la plupart des pages la façon d'exploiter cette attaque, que ce soit à travers un système Linux ou au travers d'un système Windows. Et donc on va avoir ces différentes alternatives-là pour satisfaire un peu tous les goûts. Moi étant un grand passionné de Python, de Linux et autres, on va essentiellement retrouver ces éléments-là, mais si je prends un exemple tout à fait aléatoire, du pass de ticket sur Kerberos, on va retrouver le même exemple, Unix versus Windows, pour réaliser les différentes attaques. Et donc cet ensemble de méthodologies théoriques et pratiques permet très simplement, très facilement, en fait, d'avoir un endroit centralisé où on va retrouver toutes ces ressources, sachant que chacune des choses qui sont écrites dans cet ensemble de méthodos et de recettes, que j'appelle comme ça, sont vérifiées et sont testées avant de le rentrer. Ce n'est pas juste un copier-coller de ce qu'on va retrouver sur d'autres ressources, tout est du contenu original. Quand il y a des citations qui sont faites, les mentions sont faites, les crédits sont faits, mais majoritairement on va avoir du contenu original qui aurait été revérifié pour justement aller dans le sens inverse de pas mal de ressources et de blogs qui reprennent des éléments qui sont parfois faux ou avec de la terminologie qui n'est pas forcément toujours on point. Je vais prendre un exemple avec NTLM. On a tous en tête les attaques pass the hash, pass the ticket et autres. Et ben dans The Hacker Recipes, on va avoir cet exemple. C'est un exemple parmi d'autres de mind map qu'on va pouvoir retrouver, qui vont expliquer un peu où ces attaques ont lieu et comment elles se déroulent. Alors là, c'est très schématique, mais on va avoir des explications un petit peu plus bas, ou alors carrément dans les sous-pages qui vont expliquer en détail les vulnérabilités et les attaques. De même que je parlais quelques erreurs de langage ou terminologie, on vient faire attention ici à utiliser les bons termes. Par exemple, quand on parle de hash NTLM, pour faire du pass the hash, c'est une terminologie qui n'est pas bonne. En l'occurrence, si on se réfère à la documentation Microsoft, il vaut mieux parler de HNT, par exemple. Quand on vient parler de HNTLM, en fait, il vaudrait mieux parler de response NTLM, et puis de sa version. Enfin voilà, ce travail-là de The Hacker Recipes, qui est un travail qui prend énormément de temps et qui est loin d'être complet, qui est majoritairement avancé sur la partie Active Directory, permet en fait de mettre à disposition de chercheurs en sécurité et de pentesters un ensemble de méthodologies qui sont vérifiées, qui ont une forte probabilité d'être correctes en fait, et on peut accorder une confiance assez importante à son contenu. Mais du coup, le fait de faire ce travail-là fait que
en 3 ans, l'avancée reste quand même modeste. Je suis majoritairement seul à travailler dessus. On va avoir d'autres contributeurs qui vont aider également, mais je prends l'exemple de tout ce qui va être crochetage, exploitation de systèmes physiques, tout ce qui va être renseignement, radio, qui sont des parties pour l'instant qui ne sont pas développées. Les parties qui sont aujourd'hui présentes se concentrent essentiellement autour de la reconnaissance et des attaques de latéralisation et d'escalade de privilèges sur Active Directory. Et ensuite, on va avoir également 2 autres catégories qui sont elles aussi assez représentées, notamment les attaques sur des services web, pareil, organisées, reconnaissance, configuration et autres. Et ensuite des attaques sur systèmes et services, donc on va avoir tout ce qui est scan de port et mouvement par différents protocoles. Donc c'est un travail qui est en cours, c'est un travail qui prend énormément de temps, mais ça avance bien. L'exemple de ce que vous allez retrouver dans Active Directory en fait est un bon exemple de la target, on va dire, de chaque partie. Dans l'objectif, chaque partie ressemblera un jour à ça, où on aura la possibilité très facilement, voilà, je prends Overpass the Hash, d'avoir un exemple, tac, Overpass the Hash, d'avoir un truc documenté, qui là, du coup, pointe directement vers Pass the Key, et ben on peut naviguer très facilement. Toujours pareil, un bloc de théorie, un bloc de pratique, exploitation Linux, Windows. Alors, pour information, j'ai également la vue sur le chat. Donc si vous avez des questions, je suis pas forcément concentré dessus, donc n'hésitez pas à me couper pour ceux qui ont la voix, mais pour ceux qui ne l'ont pas, je vois les questions, je vois le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions dedans. Pour information, le chat ne sera pas enregistré, je crois, donc je répéterai les questions que je lirai. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je vous propose de passer à la suite et de parler d'Exegol, et on viendra ensuite à comment The Hacker Recipes et Exegol coïncident un peu entre eux. Avant de faire ça, je termine avec une note, un sous-projet de The Hacker Recipes que j'ai démarré il n'y a pas très longtemps, The Hacker Tools. En fait, à terme, l'objectif est d'avoir un ensemble de méthodos, de ressources autour de ce thème The Hacker quelque chose. Donc The Hacker Tools, The Hacker Recipes. Vous allez par exemple ici avoir un travail qui a été fait assez conséquent, hein, c'est qui pour le coup pas de mon côté, c'est un travail que je fais avec un ami à moi, sur par exemple de la documentation de toutes les fonctions, modules et commandes de Mimikatz. Prenons l'exemple de SecureLSA. Nous voulons voir à quoi ressemble la documentation de la partie Pass the Hash. On va avoir un ensemble d'explications de comment utiliser les arguments, quels sont les arguments qui sont présents. Et ça, encore une fois, c'est tester, vérifier, on a lu le code source et on a essayé de tout comprendre pour vous documenter tout ça. Le travail sera essentiellement fait sur des outils qui ne sont pas forcément énormément documentés. Donc par exemple, en ce qui concerne Rubeus, qui est un outil qui est fortement documenté, la priorité ne sera pas positionnée sur Rubeus. Mais prenons des outils comme Mimikatz et Impacket, par exemple, Impacket qui est un ensemble d'outils mais de bibliothèques également. Le travail va démarrer également sur Impacket, et des échanges sont en cours avec SecureAuth, qui est à l'origine d'Impacket, pour justement positionner la documentation officielle d'Impacket sur The Hacker Tools. Donc n'hésitez pas, c'est un projet qui est annexe, qui permet d'apporter dans le même esprit de méthodologies qui ont été vérifiées, etc., une documentation vérifiée, complète, et on essaye à jour. Voilà en ce qui concerne The Hacker Recipes et The Hacker Tools. En ce qui concerne Exegol, donc je passe un peu du coq à l'âne, ça n'a rien à voir. Il s'agit ici d'un outil open source qui, comme son nom l'indique ici, est un fully featured and community-driven hacking environment. Donc qu'est-ce que c'est en français? C'est en fait un environnement dockerisé qui va permettre de mettre à disposition de pentesters et de professionnels de la sécurité, ou même de personnes qui veulent participer tout simplement au DCTF. Ça permet de leur mettre à disposition un environnement préconfiguré, personnalisé même un petit peu, avec un ensemble d'outils, certains qui sont présents dans des distributions connues telles que Kali, d'autres qui ne le sont pas forcément. Prenons l'exemple, encore une fois, de l'attaque Some Account Name Spoofing qui est sortie là il y a quelques jours. L'outillage qui permet de réaliser ces attaques-là n'est pas présent dans Kali, et ne le sera pas avant un moment, parce que c'est comme ça que leur process fonctionne. Donc, dans Exegol, à partir du moment où la fiche sur The Hacker Recipes était faite, dans la journée ou le lendemain, on avait les éléments qui étaient disponibles également sur Exegol. Et donc, voyons à peu près comment est constitué cet environnement dockerisé. Il est constitué d'un ensemble d'outils, comme je mentionnais là.
Des outils plus ou moins connus, hein. Il va y avoir des outils de référence comme Hcat, Bloodhound, CraftMapExec, Impacket, et il va y en avoir d'autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui sont très utilisés dans le day-to-day. Et donc ça, je vous laisserai aller regarder, il y a toute une liste qui est présente et qui n'est pas exhaustive. La liste la plus exhaustive, vous la retrouverez dans le code source. Vous avez également un ensemble de ressources. Donc par exemple, quand on se retrouve sur une machine attaquant ou sur une machine attaquée, et on veut déposer un fichier du type sharpound.ps1, ou un winpiece, ou un winenum, ou un linenum, et ben tous ces fichiers sont présents dans la partie ressources. Vous n'avez pas à les retélécharger à chaque fois sur les GitHub, c'est téléchargé automatiquement sur la dernière version. Et il ne vous reste plus qu'à démarrer peut-être un serveur web sur votre machine attaquant pour les déposer très facilement sur la machine que vous avez en contrôle. Donc ça permet de fluidifier un petit peu le processus d'attaque et de pentest. On verra après, on prendra un peu de temps pour se mettre en pratique dessus et voir un peu quelles sont les ressources qui sont présentes. Vous avez également une partie historique qui met en avant en fait une fonctionnalité entre guillemets qui est très utilisée par beaucoup de pentesters que je connais, si ce n'est tous, qui est l'historique en fait. Donc l'historique de commande, on va pas réinventer les commandes à chaque fois qu'on fait. Les arguments, les options d'une commande à l'autre changent très souvent. Des fois c'est un tiré, des fois c'est deux tirés, des fois c'est -p pour un password, des fois non, c'est dans un argument complet entre guillemets. C'est très vaste. C'est comment dire l'environnement d'outils open source est tel que il n'y a pas forcément de cadre qui vient expliquer voilà les options password, c'est comme ça qu'on doit les rentrer. Chacun fait un peu sa loi et donc c'est pas forcément toujours facile de les retenir. Et donc cet historique ici, en fait, on a un truc qui est pré-rempli avec des commandes types qui peuvent ensuite être réutilisées. On peut se baser dessus pour juste modifier les arguments qui vont bien, la valeur de ces arguments, sans pour autant modifier la commande. Et donc on va avoir une commande qui est déjà quasiment prête à l'emploi. Un autre exemple, c'est les alias. Qui parmi nous, dans des opérations de pentest, ne dispose pas de ces petits outils ou de ces petits binaires, custom ou non, qui sont utilisés au travers d'alias? J'en connais peu, que ce soit au travers d'alias ou au travers de liens symboliques. C'est très utilisé, pareil. On va avoir un ensemble d'alias qui vont permettre de, encore une fois, fluidifier le travail. Il n'est pas obligatoire de passer par ces derniers, mais ça permet de fluidifier ce travail et de le rendre un peu plus professionnel. On verra cet aspect professionnel qu'apporte Exegol. Dans l'usage, je vous ai dit que c'était un environnement dockerisé. Est-ce que pour autant il faut maîtriser tout Docker? Pas forcément. Parce que Exegol est avant tout un environnement dockerisé, mais c'est également un wrapper Python qui va englober tout ça et qui va permettre de faciliter grandement son utilisation. Et donc on va le voir par la suite, ça permet on va dire, d'apporter une surcouche sur les fonctionnalités principales de Docker, Docker pull, build, run, start, stop et j'en passe. Ça va permettre d'utiliser en fait un outil Python comme un autre avec un manual -help qui va permettre de bien comprendre en fait comment l'utiliser sans forcément avoir à comprendre Docker, c'est transparent pour nous. J'ai mis quelques exemples ici, et pour démarrer avec Exegol, c'est pas très compliqué, il suffit de cloner le repo GitHub, d'aller dans le répertoire Exegol, d'installer les différents requirements en Python pour faire tourner le wrapper, et ensuite c'est parti, en avant Guingamp, on démarre exegol.py avec l'argument start, et il va aller nous faire les différentes étapes comme il faut, de téléchargement des images Docker, d'installation, et ensuite c'est parti, on peut démarrer, on peut commencer à l'utiliser. Ce que je vous propose, pour ne pas faire que de la théorie et partir un peu dans la pratique, de passer sur un terminal. Et on va apprendre un peu à utiliser Exegol ensemble. Alors, Exegol dispose d'un -h pour bien vous expliquer, comme n'importe quel autre outil en Python, comment il est utilisable et quels sont les arguments à rentrer. Alors, je me garde un peu de parler pendant quelques secondes pour vous laisser prendre connaissance de ce -h. Bon, j'en ai profité pour boire un coup parce que parler, ça sèche un petit peu, et je reprends. Alors, on a différentes options ici. Des options required, un argument positionnel, qui va donner l'action qui est à effectuer pour Exegol. Est-ce qu'on cherche à démarrer Exegol? Est-ce qu'on cherche à le stopper, à l'installer, à le mettre à jour?
à le supprimer, à exécuter quelque chose en fond. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on cherche à obtenir des informations sur les conteneurs Exegol qui sont en cours? Est-ce qu'on cherche à avoir la version? Pour information, la version en cours, c'est celle-ci, la 3.1.11.dev. La dev est publique, vous pouvez vous baser sur le code dev public en allant tout simplement sur le GitHub chercher la branche dev. Ou alors vous pouvez choisir de rester sur la 3.1.10 actuellement, qui est la version stable master release. Dans les différentes options, on va en retrouver certaines qui sont des options par défaut, comme par exemple le partage X11 qui va permettre d'afficher des interfaces graphiques telles que Bloodhound par exemple. On peut également utiliser un navigateur au travers d'Exegol si vous le souhaitez. On va pouvoir indiquer avec quelle shell démarrer, par défaut c'est ZSH, et on va pouvoir choisir oui ou non de binder certaines choses. Alors par exemple, bind resources, ça fait que les ressources dont j'ai parlé tout à l'heure sont mappées, on va dire, au niveau de l'hôte, et il est plus facile d'y accéder. On n'est pas obligé de copier-coller les fichiers à chaque fois entre le Docker, entre l'environnement dockerisé et l'hôte. Je réagis par rapport à un commentaire qu'il y a eu dans le chat, que je lis. Salut, X, oui, en théorie, qui en fait je pensais était une référence à ce que je mentionnais ici, X11, mais qui en fait est une réponse à un utilisateur dans le chat. Donc je passe à la suite, c'était hors sujet. Au niveau des options avancées, on va pouvoir définir à Exegol des options Docker avancées. On va pouvoir dire de binder un device bien particulier quand on veut utiliser un dongle Wi-Fi par exemple, ou un autre dongle. On va pouvoir dire par exemple qu'on veut mapper le répertoire local de l'hôte à un répertoire /workspace dans Exegol qui permet très facilement, en fait, par exemple, si on bind le répertoire download, d'aller interagir très facilement avec les outils et les fichiers téléchargés dans Exegol, qui est un Docker. Voilà, ça permet de faciliter un peu son usage. En dessous, on a quelques exemples d'utilisation. Donc, par exemple, si on souhaite utiliser Exegol avec un HackRF, rien de plus simple, il suffit de mapper devbus USB avec --device. Si par contre on souhaite, je dis une bêtise, démarrer Bloodhound en démon, pareil, rien de plus simple, on va utiliser la fonctionnalité exec. Pour l'instant, j'ai plusieurs conteneurs qui sont démarrés. Alors il faut bien faire la différence, la seule chose à retenir de Docker, c'est la différence entre image et conteneur. Des images, il y en a plusieurs, elles permettent d'apporter en fait une livrée d'outils différentes en fonction de l'image. L'image AD, qui correspond à Active Directory, ne fournit que les outils liés à l'exploitation d'AD. A l'inverse, l'image OSINT, qui elle est la plus légère de toutes, n'apporte que les outils permettant de faire un peu d'intelligence gathering, d'OSINT, de cbint, etc., etc. Les images les plus complètes sont les images dev et l'image stable. Ce sont les images les plus lourdes, on est sur 12 Go compressés, décompressés on est un petit peu plus haut, pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement d'outils en fait dans ces livrets là que oui, on est bien obligé d'avoir quelque chose qui pèse un petit peu. Je vous mets au défi de trouver un OS qui vous permet de fonctionner dans le day-to-day sur du pentest qui fasse moins de 5 Go, c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, si l'espace disque est votre inquiétude, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez une image différente qui est un peu moins lourde, comme la web par exemple, ou la AD, si vous savez exactement en quoi va consister votre pentest, ou alors vous avez le choix également de modifier le code source pour aller choisir quels outils vous allez installer et de build l'image en local, plutôt que d'aller la chercher sur Docker Hub. Alors, des types d'images, il y en a plusieurs, les remotes sont toutes là. On sera sur un type d'image locale quand vous aurez build votre image en local, ce qui n'arrive quasiment jamais, pour la simple et bonne raison que si on revient sur Docker Hub, on va avoir en fait ces différentes images qui sont préconstruites directement en remote, et donc ça va vous faire gagner un temps très important si vous voulez télécharger une image en question. Vous dites Exegol install, je veux la dev, il va la télécharger en peut-être une vingtaine de minutes plutôt que de la build en 2 heures. Donc ça vous permet de gagner un petit peu de temps. Une fois qu'on a compris comment fonctionnent ces différentes images-là, il faut comprendre ce qu'est un conteneur. Un conteneur Docker, c'est simplement un environnement qui se base sur l'image
en question. Donc par exemple, vous verrez que tous mes environnements ici se basent tous sur la même image qui est l'image dev. Je pourrais choisir de les baser sur une autre image si je le souhaitais. Et donc, une fois qu'on va démarrer un conteneur, on va le faire ensemble, exegol start, il va me demander quel est l'environnement que je souhaite créer. Alors soit que je souhaite démarrer, soit je souhaite démarrer un environnement qui existe déjà. Par exemple Impacket, il va me démarrer le conteneur Impacket, soit je veux lui en créer un nouveau, auquel cas je lui donne un autre nom, disons Ossir. Une fois que je lui ai donné Ossir, il me dit bien que le conteneur n'existe pas, et il va me donner les images qui existent, sur lesquelles je peux me baser. Moi je souhaite me baser sur la dev. Donc je lui indique ça, je confirme bien la création du conteneur Ossir. Il crée tout ça, il crée le conteneur existe maintenant, le conteneur n'était pas démarré donc il le démarre, il est maintenant up, il bind x11 avec l'autre, et il démarre exegol, et on est maintenant dans le conteneur Ossir d'exegol. Si on regarde les fichiers qu'il y a là-dedans, il n'y a rien, parce qu'on est dans un conteneur qui est complètement vierge, et ça me permet d'arriver sur un autre point, qui était la professionnalisation du pentest. Exegol permet d'apporter quelque chose qu'on voit rarement dans les environnements de pentest, qui est une gestion cloisonnée des missions. Par exemple, les X que vous voyez ici, ce sont des noms que j'ai remplacés en dur de clients chez lesquels je suis en train de travailler actuellement. Chaque client dispose de son conteneur. Ce que ça me permet de faire, ça va me permettre de limiter le risque d'exposition d'un client à un autre. Vu que cette machine souvent est interconnectée entre les réseaux, ça va me permettre de disposer d'un cloisonnement assez important. Donc par exemple, je vais avoir ce cloisonnement-là qui va s'opérer d'un point de vue réseau, d'un point de vue fichier, d'un point de vue process. Si je veux installer des outils dans ce conteneur, dans le conteneur BetterCap, mais pas dans le conteneur Responder, c'est tout à fait possible. De la même manière que si pour un test d'intrusion, vous devez installer un outil pour lequel vous n'avez pas trop de confiance accordée, eh bien, il est tout à fait possible de démarrer un conteneur temporaire, vous installez votre outil, eh bien, si ça casse votre conteneur, c'est pas très grave. Ça n'aura pas d'impact sur votre hôte. Vous supprimez le conteneur, vous en redémarrez un nouveau, et puis basta. Alors que si vous installez des outils parfois sur votre hôte, ça peut complètement casser les différentes dépendances qu'il va y avoir entre les outils. C'est assez compliqué, c'est un peu une prise de tête, et on se retrouve souvent à avoir des professionnels de la sécurité qui réinstallent leur machine tous les ans, tous les 2 ans, si ce n'est plus régulièrement. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent avec une machine qui n'est pas propre, avec un environnement qui est pas trop dans leur contrôle, clairement pas cloisonné, et donc pour faire table rase de tout ça, il le réinstalle. Ce qui est pour moi une perte de temps. Une fois qu'on a exegol, on peut démarrer un conteneur pour la mission, le shooter à la fin de la mission, et on va avoir notre historique qui sera différent pour chaque client, nos bases de données, disons des bases de données Bloodhound qui seront différentes pour chaque client, on va pouvoir prendre des notes, et ben ce sera bien séparé d'un client à un autre, ça permet de, selon moi, professionnaliser un petit peu ce genre d'opération. Également, autre chose à prévoir, ce projet est en cours de refactor complet. Il y a 2 personnes qui travaillent dessus. Moi, je ne suis pas un développeur. Donc, ce que vous voyez ici, c'est du travail qui fonctionne, hein, que j'utilise tous les jours depuis maintenant 1 an ou 2, je crois, et c'est le cas de toute mon équipe et de pas mal de personnes que je connais. Pour autant, c'est pas le truc le plus développé de la manière la plus propre qui soit. On a un refacto qui est en cours, et avec ce refacto, on aura d'autres fonctionnalités qui vont arriver. On souhaite notamment apporter la possibilité d'avoir un conteneur chiffré. Alors, un conteneur chiffré dans le volume qui est partagé avec le conteneur, mais ça va permettre encore une fois de rajouter une strate de professionnalisation de tout ça. Même si mon hôte aujourd'hui, la machine sur laquelle j'exécute tout ça, est chiffrée, et ben pour autant, si ma machine est compromise, ça implique une compromission des différents conteneurs, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc pour aller plus loin dans cet esprit de conteneurisation, de professionnalisation, il y a différentes fonctionnalités qui arriveront au fur et à mesure. L'intégration un petit peu plus facile dans des systèmes Windows et Mac, l'intégration de la partie chiffrement, etc., etc. Une question est posée dans le chat à laquelle je n'ai pas du tout réponse. La segmentation client se fait par POD ou Node. Je ne comprends pas la question, donc je suis désolé, je ne pourrai pas apporter de réponse là-dessus. Du coup, je passe à la question d'après. Que signifie la notion privileged? Alors, c'est une bonne question. Privileged, c'est un flag qui peut être positionné à la création du conteneur, qui permet en fait de démarrer le conteneur avec des droits privilégiés, ce qui est une option Docker.
Alors, les droits privilégiés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le conteneur a des droits sur l'hôte. Et donc, un attaquant qui compromettrait le conteneur peut facilement remonter vers l'hôte et devenir root de l'hôte. Alors, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait une option pareille? Ça n'a pas de sens. En fait, cette option, vous verrez qu'elle n'existe que pour deux conteneurs parmi tous ceux que j'utilise, pour BetterCap et Wireshark. BetterCap pour des attaques par ARP, Poisoning et Man in the Middle, et donc il faut que j'ai un contrôle total sur mes différentes interfaces. Et Wireshark, la raison est à peu près la même pour avoir le contrôle sur mes interfaces, pour pouvoir inspecter le trafic qui passe au travers de celle-ci. Du coup, cette option privileged est affichée en orange parce que c'est une option dangereuse qui n'est pas le cas, qui n'est pas démarrée par défaut. Si je quitte mon conteneur et que je refais un exegol info, on verra que Ossir est en train de tourner et qu'il n'a pas démarré avec privilege. Donc, en théorie, même si voilà, il existe des façons d'escalader d'un Docker vers l'autre, ça rajoute quand même une complexité et une couche, et donc en théorie il n'est pas si simple de s'élever de Ossir vers mon hôte et donc de redescendre vers différents conteneurs. Alors, il y a probablement des experts parmi vous Docker, je suis clairement pas un expert sur le sujet, le fait peut-être de partager le X11 ou le fait de partager le réseau ouvre peut-être la porte à des escalades de privilèges, je vous le concède, néanmoins je pense que c'est toujours mieux que rien d'avoir cette tentative de cloisonnement. Elle est peut-être pas optimale, elle fonctionne peut-être pas à 100%, mais en tout cas c'est toujours mieux que de gérer tous ces pentests sur la même machine. Quand on shoot tous les 2 ans, on remet 4 heures à tout redéployer, à tout reconfigurer, et au final, pendant toute la durée de running de la machine, on n'a pas de gestion de ce cloisonnement. Alors ensuite, on a une autre question. En théorie, tu peux gérer tes capabilities plutôt que de donner du privilège. Alors oui, c'est vrai, effectivement, et c'est là où je rebondis sur ce que je disais juste avant. Ma connaissance sur Docker est pas très très approfondie non plus. Mon objectif était d'avoir quelque chose qui fonctionne dans un premier temps. Je travaille quand même 100% de mon temps sur des missions, donc tout ce que vous voyez là, c'est fait sur le temps personnel. Donc effectivement, j'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent de me pencher dessus. Ça peut faire partie, et ça fera en l'occurrence partie des différents axes qui seront étudiés lors du refacto. C'est notamment le cas pour faciliter l'utilisation d'un VPN dans un conteneur. Plutôt que de le démarrer en privilège, on va effectivement donner des capabilities sur différentes interfaces. Mais en tout cas aujourd'hui, dans les versions release d'Exegol, l'utilisation de capabilities n'est pas présente, on n'a pas encore fait ce travail-là. Ok, maintenant qu'on a compris tout ça, on est à peu près à la mi-temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur de la démo. Donc j'ai un contrôleur de domaine qui tourne ici, que je vais démarrer, qui est un contrôleur de domaine dans un lab. Donc je démarre tout ça et je vous propose de faire une démonstration de l'attaque SameAccountName Spoofing qui est sortie il y a quelques jours. Et on va voir un peu comment on peut concilier l'utilisation de The Hacker Recipes, qui est de la méthode théorique et pratique, et l'utilisation d'Exegol, et là on rentrera vraiment dans la partie exploitation et pratique. Et on verra les avantages de ces différentes ressources. Donc pour un petit peu de contexte, SameAccountName Spoofing, c'est une attaque qui se réalise dans des environnements Active Directory et qui exploite des faiblesses dans l'implémentation de Kerberos. Ce sont des vulnérabilités portant le nom CVE 2021 42278 et 42287, majoritairement. Elles font partie d'un ensemble de vulnérabilités qui ont été remontées à Microsoft. Alors, pas par moi, je préfère le préciser, je ne m'attribue pas le crédit de ces recherches-là. Néanmoins, on a 2 vulnérabilités qui permettent, de manière combinée, de se faire passer pour un contrôleur de domaine. La première vulnérabilité, Name Impersonation, la CVE 2021 42278. Les comptes machines dans Active Directory doivent tous avoir un $ à la fin de leur nom. Ça, c'est une règle. Pour autant, avant la vulnérabilité, il n'existait pas de process de validation qui s'en assurait. Et donc, par exemple, si on souhaitait renommer une machine et lui donner un nom qui ne finisse pas par un $, avant les patchs pour cette vulnérabilité, il n'y avait pas de vérification qui était faite et on pouvait renommer notre machine sans le $. Ça, c'est la première vulnérabilité, on n'est pas sur une grande criticité, on est juste sur le renommage d'une machine sans vérification, qui est un $ à la fin, ou pas. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que c'est grave en combinaison avec la vulnérabilité suivante? Oui, et on verra pourquoi. La vulnérabilité suivante
réside dans les process de validation qui sont faits côté contrôleur de domaine, enfin plutôt côté Key Distribution Center, qui est un service qui est en général hébergé côté contrôleur de domaine. Quand on vient requêter un ticket de service pour l'accès à un service en Kerberos, on doit d'abord présenter un TGT. Quand ce ticket de service, on le demande pour un service qui n'est pas trouvé par le KDC, donc prenons l'exemple, on demande un ticket de service pour le service SRV Web. Si le service SRV Web n'existe pas, parce qu'en réalité il s'appelle SRV Web $, ce qui va être fait par le KDC, c'est que le KDC va faire la recherche du service en ajoutant $1 à la fin. De lui-même, il décide d'ajouter $1 à la fin, et s'il y a un service qui termine par ce $, qui porte le même nom, donc service web, mais avec $1 qui existe, eh bien le ticket de service est retourné pour ce service-là. Et là, le problème, c'est que si on met ça bout à bout, on va pouvoir avoir un attaquant qui va disposer d'un compte machine, et on verra après comment on peut disposer d'un compte machine, qui va se renommer en contrôleur de domaine, qui va faire la demande d'un TGT, il va obtenir un TGT pour contrôleur de domaine, mais sans le $, donc jusque-là il n'a pas spécialement de droit. Néanmoins, il va pouvoir utiliser ce TGT pour faire la demande d'un ticket de service pour lui-même, en tant que quelqu'un d'autre. Et ça s'appelle S4U2Self, c'est une extension Kerberos. Je rentre pas mal dans le détail Kerberos, donc si vous m'avez perdu, vous pourrez rattraper le train en route dans quelques instants quand je partirai dans la partie exploitation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va pouvoir présenter un TGT, on se fera passer pour un contrôleur de domaine, on va demander un ticket pour nous-mêmes, ce qui va marcher puisque le KDC va ajouter tout seul $1 à la fin du nom, sans qu'on lui ait rien demandé. Et on va pouvoir avoir un ticket en tant que, disons, admin du domaine, vers le contrôleur de domaine. Et ce, sans ayant à compromettre le contrôleur de domaine à n'importe quel instant. Et donc on peut le faire depuis un utilisateur qui ne dispose de quasiment aucun droit. Pour réaliser tout ça, il y a un prérequis, il faut disposer d'un compte machine. Alors, il existe un autre scénario qui ne se base pas sur le compte machine, qui se base sur un compte utilisateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous avez des questions là-dessus, je vous laisse aller regarder directement cette ressource-là. À savoir que s'il vous reste encore des questions à la fin, vous avez toujours une partie Resources à la fin qui vous permet d'aller plus loin en profondeur. Moi, je vais me concentrer vraiment sur la partie compte machine. Comment est-ce qu'un attaquant peut disposer d'un compte machine dans un domaine Active Directory? Eh bien, il peut le faire en abusant d'un paramètre positionné au niveau du domaine qui s'appelle le Machine Account Quota, qui est un paramètre qui est critiqué par beaucoup et depuis plusieurs années, et que Microsoft ne change toujours pas. Ce paramètre dispose d'une valeur positionnée à 10 par défaut dans les environnements Active Directory et permet à tout utilisateur standard, disposant du moins de droits qu'il soit, de créer un compte machine lui-même et de l'ajouter au domaine. Ce qui va permettre en fait à un attaquant, les fois où il va contrôler un compte utilisateur ou relayer une authentification ou autre, de créer et de disposer du contrôle total sur un compte machine. Une fois qu'il dispose de ce compte machine, il va pouvoir modifier son nom, son SAM account name, se faire passer pour le contrôleur de domaine, renommer à nouveau la machine et reprendre le nom de départ pour que on puisse exploiter la CVE ici 42287. Et une fois que ça se sera fait, on va pouvoir donc du coup faire la demande du TGT, faire la demande du ticket de service et ce qui suit ces différentes étapes. Je vois pas de questions dans le chat à ce sujet, je pense que du coup vous avez tout compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas vraiment à les poser. Je sais que je suis rentré pas mal dans le détail. Pour ceux qui m'avaient perdu, on reprend maintenant avec la partie exploitation. Et là on peut faire vraiment script qui dit, on n'a pas besoin de comprendre plus que de mesure ce qui est en train de se passer. Mon contrôleur de domaine est démarré. Je vais démarrer mon conteneur aussi. Je suis maintenant dans mon conteneur et c'est parti. Je vais vérifier que mon contrôleur de domaine est bien joignable. Il est bien joignable. Je vais aller modifier ma configuration DNS pour pouvoir faire de la résolution en utilisant ce contrôleur de domaine qui sert de serveur DNS. Et normalement, je vais pouvoir résoudre le nom DC01 qui résout bien vers 192.168.56.101. Donc l'édition de mon fichier DNS a bien marché, je vais pouvoir passer à la suite. Donc quelle est la suite?
Partons du principe que nous avons compromis l'utilisateur user1 qui dispose du mot de passe complex password. Ça peut se faire de plusieurs manières, hein. Ça peut se faire en faisant du spoofing sur le réseau, du LLMNR, NBTNS, MDNS, DHCP, IPv6, etc., etc. Il existe plein de méthodes qui sont toutes documentées dans MITM et Coerced Authentications. Vous les voyez toutes là. Il peut y avoir le printer bug, il peut y avoir le petit potam, il peut y avoir le priv exchange, il va y avoir plein de choses, mais partons du principe que nous avons compromis cet utilisateur-là. Référons-nous à ce qui est écrit dans The Hacker Recipes pour savoir quelle est la première étape qu'il faut faire. La première étape, ici, création d'un compte machine. Et ça, avec la commande addcomputer.py. Ok. Eh ben, on va faire ça. Je retourne sur mon conteneur exegol et je commence. Addcomputer. Là, on va déjà pouvoir bénéficier d'un premier avantage d'exegol qui est la présence de l'historique. J'ai commencé à taper add computer, il s'est arrêté à add c, je peux aller plus loin, hein. Flèche de droite, et je complète complètement ma commande, et je vais pouvoir remplacer les arguments qui vont bien. Disons que je veux créer mon computer, et je veux l'appeler OCR. Ce conteneur, je vais lui donner comme mot de passe 1, 2, 3 soleil. Alors je vais le modifier un peu, parce que j'ai l'habitude d'utiliser 1, 2, 3 soleil, 3 points d'exclamation. Et disons qu'on va faire ça sur le DC01, sur le domaine, domaine.local. Pour faire ça, je vais donner les credentials de mon user1. Je peux également choisir de le faire au travers d'une méthode SAMR ou une méthode LDAPS. À savoir que par défaut, c'est la méthode LDAPS, c'est la méthode SAMR pardon, qui est exploitée. Là, on ne va pas le préciser puisque ça n'était pas présent dans l'historique et on verra bien. J'exécute cette commande et on a une confirmation qu'on a bien pu créer le compte machine OCR$ avec le mot de passe 1, 2, 3 soleil. On va vérifier de ce pas que ce compte marche. Alors là, ça n'a pas marché parce qu'il faut mentionner l'option KDC host à crackmapexec, rien de bien gênant. Et on a bien la confirmation ici que le compte existe, qu'il marche et qu'il permet de s'authentifier en LDAP vers le contrôleur de domaine. Pour l'instant, on n'a pas fait d'exploitation particulière, si ce n'est l'abus du machine account quota, qui est, lui, détaillé dans The Hacker Recipes également, hein, dans la partie domain settings, machine account quota. De la même manière, quand on vient expliquer les différentes étapes ici, on peut cliquer sur Machine Account Quota ici, qui nous redirige vers la bonne page. Je passe à la suite. Mon compte computer est créé. Je vais pouvoir maintenant nettoyer ces SPN. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de nettoyer ces SPN? On va voir, hein, on va le faire tourner tout de suite. Add SPN, on va utiliser Add SPN pour ça. Je peux faire flèche du haut ou flèche du bas pour cycle entre les différentes commandes, ou même CTRL-R et taper Add SPN. Et je vais voir les différentes choses qui matchent à peu près Add SPN dans l'historique. Eh bien, je vais utiliser pour ça cette commande. Je souhaite aller voir les SPN du compte OCR. Pour ça, je vais utiliser mes identifiants user1 ou OCR, hein, c'est au choix. Je n'ai pas besoin de renseigner le SPN, moi je souhaite juste savoir s'il en existe. Là, j'ai oublié un argument. Et c'est parti. Alors, on a effectivement le distinguish name qui est retourné, le same account name, mais pas de SPN. Pourquoi? Parce que addComputer, lorsqu'on utilise addComputer avec la méthode SAMR, il n'ajoute pas de SPN. Dans le doute, on peut choisir de le nettoyer quand même, hein, si on n'est pas sûr exactement de ce qui est renvoyé par cet argument. On le fait ici. SPN modified successfully, on a bien nettoyé les SPN. Bon, mais il n'en existait pas au préalable, donc on peut passer à la suite. Quelle est l'étape d'après? On vient renommer le computer en DC. En tout cas, on va utiliser le nom du contrôleur de domaine. Alors, pour réagir à un commentaire, et là, la moitié des présents testent 1, 2, 3 soleil, 3 points d'exclamation sur le webmail du présentateur,
allez-y, faites-le. Si vous trouvez quelque chose, vous aurez une bounty. Parce que normalement, j'utilise KeyWeb, et en l'occurrence, donc KeyPass derrière, pour avoir des mots de passe aléatoires qui changent très régulièrement sur tous mes services. Mais bon, si vous trouvez quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous gagnerez plus à me le mentionner et à avoir une bounty que à m'exploiter. Je n'ai pas beaucoup de ressources à disposition. Donc je passe à la suite. Reprenons nos esprits, on souhaite renommer la machine en DC quelque chose. Donc là, on souhaite se faire passer pour DC01, donc on va utiliser ce nom-là. On rappelle bien, hein, sans le dollar, donc je ne le mets pas. Notre machine s'appelle OSIR. On va pour ça utiliser les credentials domain, user1, complex password. Ça tombe bien, la commande était déjà prête. Alors là, c'est un avantage pour moi, puisque ce sont mes commandes d'historique que j'avais déjà rajoutées préalablement dans Exegol par rapport aux tests que j'avais fait dans mon lab, hein, comme quoi ça atteste bien des tests que je fais avant de pousser en prod. Et donc pour moi c'est un petit peu plus facile, mais pour vous, vous allez devoir juste changer domaine, user, password et les différentes variables qui vont bien. On renomme la machine. Alors là, on a quelque chose qui ne marche pas. On va voir tout de suite pourquoi, on va faire ces recherches-là. On va voir. On a quelque chose qui nous dit que New Sum Account Name does not end with $. On a essayé d'exploiter la vulnérabilité. Alors ça n'a pas marché. On va voir pourquoi. Alors, Target Object could not be modified. J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'informations sur le sujet. Là pour l'instant je n'en ai pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier en live le code de Rename Machine. Ça, c'est une modification que j'avais déjà faite, qui n'est pas encore présente, dans la dernière version d'Exegol. Ça arrive très rapidement. Alors, là, ce qu'on a, c'est que l'entrée existe. C'est probablement un leftover que j'avais d'un ancien test où je n'avais pas pensé à renommer ma machine après une tentative d'attaque. Rien de bien gênant. Je vais refaire la modification à l'envers pour la précédente machine. Donc DC01 vers test computer. On va faire ça. Ça a marché, je vais normalement pouvoir renommer à nouveau donc OSIR vers DC01 et ça devrait marcher puisque l'objet n'existera pas. Donc là, ça a marché. On a effectivement maintenant la possibilité de s'authentifier avec l'objet OSIR, hein, qui n'est plus OSIR maintenant, qui s'appelle maintenant DC01, mais sans le dollar. Et ça marche. On peut passer à la suite de l'exploitation. La suite de l'exploitation, on vient récupérer un TGT pour qui? On vient regarder pour domaine contrôleur sans le dollar. Donc c'est ce qu'on va faire. Get TGT. On souhaite avoir un TGT pour DC01. Et là, le mot de passe de DC01, c'est pas 123 pentest, c'est 123 soleil. Donc on le fait. Alors là, ça n'a pas marché. Mon argument a été interprété par ZSH. C'est pas un grand problème. On vient remplacer les doubles côtes par des simples côtes. Une fois que j'ai récupéré un TGT, on a le TGT DC01.cache que nous avons à disposition. Alors pour information, j'ai également développé et sorti un autre outil sur Impacket qui s'appelle Describe Ticket. Je vous invite à l'utiliser si vous avez un besoin de décortiquer un ticket et de savoir à peu près ce qu'il y a dedans. On voit qu'on a un ticket pour un TGT pour DC01 sans le dollar, que c'est un TGT puisque le service name c'est le KRBTGT, que le realm domain c'est domaine pour local, et on a les différentes informations ici, notamment les flags qui sont présents, etc., etc. On n'a pas donné le KRBTGT, la clé AES 256 du KRBTGT, donc on ne va pas pouvoir déchiffrer le pack qui est présent dans ce TGT. Pas de souci, on passe à la suite. On a le ticket qui a été créé, on va pouvoir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on renomme à nouveau la machine et on lui donne son ancien nom. C'est ce qu'on va faire là. Rename machine. Donc elle s'appelle DC01 et je ne vais pas oublier de la rappeler à nouveau OSIR. C'est fait, je peux passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est l'utilisation du TGT.ccache pour faire la demande d'un ticket de service en S4U2Self. S4U2Self, je rappelle, qui est une extension Kerberos. Eh bien, c'est ce qu'on va faire.
On va utiliser CTRL-R, hein, ici, pour lire l'historique, et on va voir à peu près ce qu'on a dans l'historique pour getST. Ça tombe bien, on en a pas mal, on a plein d'exemples, nous, celle qui nous arrange bien, c'est celle-ci. On vient utiliser dc01.ccache qu'on a obtenu précédemment avec le getTGT. On vient mettre l'option -self, qui est pareil, une option que j'avais implémentée dans getST sur une paquette qui est en cours de merge, hein, c'est pas encore fait, mais c'est présent dans Exegol et vous n'avez pas à vous inquiéter de l'installation de cette fonctionnalité. J'ai également rajouté d'autres, j'ai hot merge entre guillemets, d'autres pull requests que je trouvais intéressantes dans Exegol, donc ça va permettre de disposer de certaines fonctionnalités qui sont pas encore présentes dans le cœur d'Impacket. L'option impersonate, on va lui dire qu'on souhaite impersonate le domaine admin, qui, pour information, est un utilisateur qui est protégé contre la délégation. Je vais vous le montrer en me connectant directement sur le contrôleur de domaine. On va aller dans Active Directory Users and Computers, ici. On va voir dans Users, on va chercher le domaine admin, et on va voir que dans le compte, on a un attribut ici, Account is sensitive and cannot be delegated. Et bien pourtant, on va quand même pouvoir se faire passer pour cet utilisateur et déléguer cet utilisateur, comme c'était expliqué, encore une fois, dans The Hacker Recipes, on a l'explication ici. Comme Elad Shamir l'a dit dans son article, S4U2Self works for a user marked as sensitive for delegation. Donc normalement, notre attaque devrait marcher tout de même. Je vais le faire pour le service CIFS DC01.domaine.local, qui est le SPN qui sera nécessaire pour réaliser un DC-Sync. DC-Sync qui me permettra de me synchroniser avec le DC, et de me répliquer dessus et de récupérer toutes les clés du domaine. -K pour indiquer qu'on utilise le ticket. -NoPass pour lui demander pour lui dire de ne pas demander de mot de passe puisqu'on utilise un ticket. DC-IP, on indique le DC, domaine local, etc. Donc là, normalement, ça devrait être bon. On devrait récupérer un ticket de service. À nouveau, puisque j'aime bien comprendre ce que j'ai à disposition, on va aller étudier ce ticket de service. On a bien un ticket de service en tant que domaine admin pour CIFS/dc01.domaine.local. C'est un vrai problème puisque ce ticket de service va maintenant nous permettre de réaliser une opération de DC-Sync puisque on va avoir le droit de domaine admin sur ce service. Je passe à la suite. On regarde quelle est l'étape d'après. L'étape d'après, c'est l'étape finale, c'est la présentation de ce ticket de service pour la réalisation d'un DC-Sync. Ça pourrait être également la présentation de ce ticket de service pour une autre opération, hein. Ça peut être pour une exécution de commande ou autre. Dans ce cas-là, nous, on souhaite récupérer les clés du domaine. On va faire ça avec un secret stump. Donc on va chercher, CTRL-R, secret stump. La commande ligne 324 nous semble correcte. On utilise le ticket domaine-admin.ccache. On lui demande de récupérer les clés du compte CARBTGT uniquement. On pourrait indiquer de récupérer les clés du compte domaine admin, par exemple. On indique l'utilisation d'un ticket, NoPass également, et on vient se synchroniser sur DC01. Et là, c'est le moment fatidique. On vient de récupérer le KRBTGT, et donc on va pouvoir réaliser des attaques par Golden Ticket, par exemple. On pourrait refaire cette attaque pour récupérer, par exemple, le HNT du compte admin du domaine. Alors attention, ce n'est pas un HNTLM, hein. C'est bien un HLM ici, et un HNT ici. Et ça, pareil, c'est expliqué dans The Hacker Recipes. Il y a d'autres choses. Peut-être certains d'entre vous qui ont un peu un œil de lynx auront fait la différence. Dans Exegol, tous les outils, enfin en tout cas une bonne partie des outils Impacket, notamment NTLM Relay, Secret Stump, Describe Ticket et d'autres outils, intègrent de la coloration syntaxique. Ce qui n'est pas le cas quand on utilise par exemple l'outil, là si je rajoute .py sans la coloration syntaxique, ça peut vite devenir un enfer si on vient tout dumper. Eh ben, Exegol intègre dans ses alias, si on regarde l'alias de Secret Stump, l'utilisation de GRC, qui est en fait Generic Colorizer, un truc comme ça, et qui va permettre en fait de mettre des couleurs et de pouvoir faire de la mise en forme sur l'affichage de certains outils qui au départ ne le prévoyaient pas. Et donc avec Exegol, on va avoir en fait un ensemble de configurations, un ensemble d'outils qui sont préconfigurés, qui sont parfois un petit peu customisés avec l'utilisation de certaines pull requests qui ne sont pas encore validées,
de la coloration syntaxique pour s'y retrouver un petit peu mieux, de la préconfiguration de certains éléments, ça peut être le cas par exemple pour de la configuration Blowdown, ça peut être le cas pour de la configuration Responder. On va le voir par exemple ici, opt tools responder.conf. On va voir par exemple qu'on a défini un challenge au lieu de random. On peut le voir par exemple avec Neo4j et Blowdown, donc je démarre ma base Neo4j et je démarre Blowdown avec. On voit ici le partage X11, on attend un peu que les services Neo4j se démarrent. Ça peut prendre du temps. Mais si ça ne marche pas, je m'arrêterai là pour la présentation, mais j'aimerais bien vous montrer quand même ce que ça donne. Ben c'est pas grave, je vais le montrer à la main. On a des custom queries Exegol, Blowdown qui sont présentes dans Exegol. On va la voir ici, local, share je crois, ou alors non, ça doit pas être là, ça doit être dans config, Blowdown, et on va avoir des custom queries qui sont présentes ici. Et on va notamment, par exemple, avoir quelques queries Azure, bon, c'est certaines choses qui existent déjà dans le domaine public, mais également des petites queries que j'ai fait de mon côté, hein, qui sont des produits faits maison. On va en trouver un petit peu partout, elles sont un petit peu organisées par thème. Enfin bref, c'est un exemple de choses que vous allez pouvoir avoir dans Exegol, des petites choses un petit peu custom qui vont vous permettre, encore une fois, de fluidifier et de faciliter vos opérations de test d'intrusion sans pour autant vous embêter avec toutes ces opérations d'installation de tous ces outils, de maintien à jour, de gestion de ces dependencies, de tout ce qui va bien. Une fois qu'on a fini le test d'intrusion, on va pouvoir quitter notre conteneur. On va pouvoir voir qu'il est encore là, hein. On pourrait en créer un nouveau et on verra bien que tout est séparé. On va pouvoir le supprimer comme ceci. Avant de le supprimer, j'aimerais vous montrer une dernière chose qui est la partie ressources dont je vous avais parlé, donc qui est dans opt resources. Et on va avoir ici pas mal de ressources présentes. Prenons un exemple pour Windows. Eh bien, on va avoir un ensemble d'outils qu'on peut dropper sur la machine, du Mimikatz, du Juicy Potato, du Sharpound, de l'Azure, etc., etc. Alors bien évidemment, tout ça, c'est signaturé, c'est connu par différents AV, hein, donc vous n'allez pas faire du bypass de DR ou d'antivirus avec tous ces éléments-là, mais ça va vous permettre un petit peu de faciliter vos opérations, soit dans les cas où il n'y a pas d'AV ou quoi, soit quand vous avez des outils pour packer les trucs directement sur Exegol, hein, ce qui est le cas, ou quand vous faites de la recherche. Sinon, si vous avez des outils faits maison qui permettent de bypasser tous ces éléments-là, be my guest, allez les utiliser vous-même, et je ne les mettrai pas en public sur Exegol pour avoir des trucs signaturés. Voilà, je peux quitter ça, je peux supprimer mon conteneur aussi, je fais le ménage. Une fois que mon conteneur est arrêté, il le supprime. Les ressources sont encore là. Si j'avais des fichiers qui étaient présents, c'était le cas notamment de mes tickets, je vais pouvoir voir qu'ils sont présents dans Exegol Shared Data Volumes aussi. Et on voit qu'on a, malgré le conteneur qui est supprimé, la backup en fait des fichiers qui sont encore là, qu'on va pouvoir supprimer à la main si on le souhaite. Voilà, merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas s'il y a des questions, que ce soit maintenant ou par la suite, hein, sur différents canaux sur lesquels je suis joignable, ça peut être le cas de Twitter, Discord et autres. Allez-y, faites-vous plaisir, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, que ces outils The Hacker Recipes, The Hacker Tools, Exegol et mes autres contributions vous auront plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit feedback, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.